Donc, les enseignants en tant que bloc de moyens ont très souvent des postes sur 2 ou 3 établissements, et en fait, on raisonne en addition d'heures et non en cohérence de projet. On ne cherche pas à mettre en cohérence un projet, mais on cherche simplement à additionner des heures. Alors, moi, j'ai vu le cas d'une professeure d'éducation physique qui s'est retrouvée à aller faire 4 heures dans un collège pour compléter son service, parce qu'elle ne faisait que 16 heures. Les professeurs d'éducation physique font 20 heures. Donc, elle faisait 16 heures dans un établissement et 4 dans un autre. Dans cet autre établissement, on lui a dit qu'elle faisait les troisièmes. Elle a cru que les troisièmes ont 4 heures d'éducation physique par semaine. Elle a cru qu'elle ferait les 3 heures, et les 4 heures dans une classe de troisième, et finalement non. Elle avait 4 classes de troisième où elle faisait 1 heure dans chaque. Comment peut-on s'investir dans le suivi des élèves? Comment peut-on s'investir dans la vie de l'établissement quand on n'y est que 4 heures par semaine, et quand c'est en plus dans 4 classes différentes, sachant que ces 4 classes donc, faisaient 3 heures avec un autre professeur et 1 heure avec elle. Donc, dans ces conditions, c'est la poussée jusqu'à l'absurde, cette logique d'interchangeabilité des enseignants qui ne serait que des blocs de moyens, quoi, qui ne seraient que des heures. Bref, on voit bien que la norme a évolué, mais le statut, en fait, par bien des côtés, il reste largement une entrave à la mise en œuvre de la norme. Et cette entrave, cet écart entre la norme et le statut, eh bien évidemment, ça rend la pratique difficile. Et pour parler un peu de la pratique, je voudrais aborder un dernier point aujourd'hui, qui est ce qu'on appelle la forme scolaire. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la forme scolaire? Ce concept a été élaboré par Guy Vincent. Guy Vincent qui a publié en 1994, un livre qui s'intitule « L'éducation prisonnière de la forme scolaire ». Qu'est-ce qu'il appelle la forme scolaire, Guy Vincent? Alors, pour essayer d'en donner une définition rapide, je dirais que c'est un ensemble cohérent de caractéristiques qui constituent l'école telle qu'elle est reconnue dans les représentations collectives. Je reprends: un ensemble cohérent de caractéristiques qui constituent l'école telle qu'elle est reconnue dans les représentations collectives. Les représentations qu'on a de l'école. Donc on a une certaine représentation de l'école. L'école, c'est un ensemble de caractéristiques. Eh bien, cet ensemble de caractéristiques, qui a une certaine cohérence, c'est ce que Guy Vincent appelle la forme scolaire. Alors, bon, il faut donner quelques exemples. Il en donne dès l'introduction du livre, justement, quand il définit le concept. Donc, cet ensemble cohérent de caractéristiques qui constitue l'école telle qu'elle est reconnue dans les représentations collectives, c'est d'abord le rassemblement d'élèves dans des groupes homogènes, par exemple, qu'on appelle des classes, des élèves qui ont le même âge. Et dans ces classes, les élèves reçoivent de manière simultanée, tous ensemble, un enseignement qui permet de passer au niveau supérieur. Voilà une des caractéristiques, enfin même plusieurs caractéristiques de la forme scolaire. Alors, il y en aurait d'autres, mais c'est le fait de rassembler les élèves dans des groupes homogènes. Voilà, qu'est-ce que c'est qu'une école? Quand on dit qu'est-ce que c'est qu'une école, on imagine tout de suite des classes où on fait des devoirs pour avoir des notes, et des notes qui vont permettre de passer dans la classe supérieure. Bon, voilà, c'est comme ça qu'on se représente l'école dans nos représentations collectives. Et la forme scolaire, au fond, c'est cet ensemble de caractéristiques qui sont ancrées dans nos représentations. Ce qu'essaie de montrer Guy Vincent dans ce livre, c'est que c'est un obstacle à l'imagination d'autres modèles. Cette forme scolaire, elle emprisonne l'imaginaire. On oublie d'imaginer qu'il y a d'autres modèles possibles, que la forme scolaire est un modèle éducatif qui a ses mérites et ses intérêts, mais que il y a d'autres modèles éducatifs et qu'on peut se dégager justement de la forme scolaire. Et si la forme scolaire empêche d'imaginer d'autres modèles, c'est problématique parce que ce dont on se rend compte quand on fait l'histoire de la forme scolaire, c'est que la forme scolaire, elle s'est imposée en fait un peu sur le tas, un peu par hasard, un peu à la faveur d'un concours de circonstances. Cette forme scolaire, elle n'obéit
elle obéit moins, je ne veux pas dire qu'elle n'obéit pas, mais elle obéit moins à un projet politique, elle obéit moins à un projet pédagogique qu'elle n'est le résultat d'un concours de circonstances. En fait, la forme scolaire, elle a une part fortuite, plus importante qu'on ne croit. Ou je dirais les choses autrement, la forme scolaire, certes elle existe, certes elle s'impose, mais elle n'est pas nécessaire. C'est une contingence. L'école française aurait pu être complètement différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Et si elle est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est pas vraiment parce qu'on l'a voulu, ou c'est pas parce qu'on y a réfléchi et qu'on en a débattu, c'est un peu le résultat, on va pas dire du hasard, mais c'est le résultat plus d'un concours de circonstances que d'un véritable projet, et d'un projet délibéré et voulu par la société, et débattu. Alors, si j'affirme ça, il faut que je le montre, et que je commence par montrer que la forme scolaire n'a pas toujours existé. En effet, la forme scolaire, alors on va prendre quelques exemples. L'exemple fort de la forme scolaire, cette caractéristique extrêmement forte, ce sont les classes homogènes. La classe homogène, c'est-à-dire de mettre dans la même classe des élèves du même âge. Ça nous paraît fondamental, ça nous paraît évident. Oui, il n'empêche que ça n'a pas toujours été le cas. Ça a été en fait inventé par les frères des écoles chrétiennes. Les frères des écoles chrétiennes, c'était une congrégation religieuse qui a été créée par Jean-Baptiste de La Salle à la fin du XVIIe siècle. Et Jean-Baptiste de La Salle, qui est mort au début du XVIIIe siècle, avait imaginé justement pour les classes urbaines, les classes nombreuses où il y avait beaucoup d'élèves, il avait imaginé de regrouper les élèves par classe d'âge. D'où le nom, c'est pour ça qu'on appelle ça des classes, parce que ce sont des classes d'âge. On fait des classes dans les âges. Donc voilà, il avait imaginé ça. De même, l'idée de passage en classe supérieure, l'idée d'être noté et d'être classé, les classements. Alors ça ne se fait plus aujourd'hui, les classements, mais enfin ça s'est fait très longtemps. C'est aussi quelque chose qui a été inventé, qui n'a pas toujours existé, et ça a été inventé au XVIIe siècle par les jésuites. Par exemple, les collèges jésuites avaient tout un système de concours, de récompenses, de classements, de grades notamment, et c'était sur le modèle de l'armée. Alors voilà, on pouvait passer lieutenant, capitaine, etc., en fonction des résultats que l'on obtenait. Ça avait été inventé pour motiver les élèves, pour développer l'esprit de compétition. Bon. Or, aujourd'hui, les classes d'âge et les notes, par exemple, ça existe toujours. Mais est-ce que les raisons pour lesquelles on les a créées sont toujours pertinentes aujourd'hui? Est-ce que c'est toujours utile d'avoir des classes d'âge? Est-ce que c'est toujours utile d'avoir des notes? Peut-être, mais sans doute pour d'autres raisons que celles qui ont motivé leur création il y a 300 ou 400 ans. Et on ne s'est en fait jamais posé la question, on a continué à faire. Voilà, on le faisait déjà, on a continué. De même, il y a un autre modèle scolaire qui a eu un certain succès pendant la première moitié du XIXe siècle. C'est ce qu'on appelle l'enseignement mutuel. L'enseignement mutuel, alors pour dire vite, le principe de l'enseignement mutuel, c'était un système un peu de tutorat entre des élèves plus âgés, qu'on appelle les moniteurs, des élèves plus âgés qui expliquent la leçon à des élèves plus jeunes. Donc ce sont les élèves qui expliquent la leçon à d'autres élèves. Alors c'est ce qu'on voit sur ce petit dessin là des années 1820, où on voit le maître qui est à son bureau et qui ordonne, qui dirige la classe, mais vous avez debout sur un tabouret, à gauche, un moniteur qui est responsable de sa rangée d'élèves, et lui, en fait, répète la leçon. En fait, le maître a reçu les moniteurs le matin, il leur a expliqué la leçon, et ensuite, quand les autres élèves arrivent, les plus jeunes, eh bien, les moniteurs expliquent la leçon aux élèves en suivant le maître. Alors le maître, lui, c'est le chef d'orchestre, en fait. Il n'explique pas la leçon, mais il donne tout un ensemble de signaux. Alors il y a tout un ensemble de codes, de coups de règle, de clochettes, on frappe dans les mains, etc. Et chacun obéit à ce qui est ordonné à ce moment-là. Et comme ça, les moniteurs savent quand ils doivent commencer tel point de la leçon, tel autre point de la leçon, etc. C'est d'ailleurs à l'école mutuelle qu'on doit le tableau noir. Le tableau, ça a été inventé par l'enseignant mutuel parce que c'était un moyen
pour donner des signaux aux moniteurs, justement, pour que les moniteurs voient la progression de la leçon et qu'ils avancent tous au même rythme. Bon, c'est un système qui a été conçu pour de très grands groupes, hein, pour des classes de 100, 200 élèves dans les villes, bon, mais qui consistait en un fonctionnement un peu trop mécanique, et on n'y a jamais vraiment réfléchi pour des plus petits groupes. Et surtout, si on a abandonné ce système-là, qui était fait pour des groupes hétérogènes, hein, avec bien sûr des élèves qui pouvaient jouer le rôle de moniteur et d'autres qui suivaient. Si on a abandonné ça, c'était d'abord parce que on voulait adopter la classe d'âge, non pas parce que la classe d'âge c'était forcément meilleur pédagogiquement, mais surtout parce que on voulait concurrencer l'enseignement congréganiste sur son terrain. En fait, l'école publique voulait faire la même chose que l'école religieuse, pour pouvoir dire on est aussi bon que l'école religieuse, parce que l'école publique a dû pendant longtemps gagner ses lettres de noblesse et gagner sa dignité face à l'école religieuse qui était plus prestigieuse pendant très longtemps. Donc en fait, voilà, si on a adopté la classe d'âge, c'est moins pour des raisons pédagogiques que pour des raisons politiques, enfin politiques au sens politicienne, quoi, de concurrence avec l'Église. Et on a abandonné l'enseignement mutuel, bon, pour des raisons qui ne sont pas forcément pédagogiques. Et on a aujourd'hui un système où le rapport frontal entre le professeur et la classe est un rapport primordial. Hein. Le professeur parle debout devant sa classe. C'est vraiment le rapport fondamental de la forme scolaire. Or, on pourrait imaginer autre chose, hein. L'enseignant assis à un bureau qui reçoit les élèves individuellement, ou l'enseignant d'ailleurs qui tient une permanence dans un bureau, dans son bureau qui aurait une pièce à lui, comme ça se fait à l'université. Eh bien ça, c'est pas rentré dans les mœurs, et c'est pas dans les habitudes. Or, c'est quelque chose qui pourrait se défendre. Donc, dans la forme scolaire, qui contient plein de caractéristiques intéressantes, hein, et pertinentes et cohérentes, dans la forme scolaire, il y a plein de choses qui pourraient être remises en cause, ou qui pourraient être adaptées, qui pourraient évoluer. Le problème, c'est que c'est tellement ancré, c'est tellement fort dans les habitudes qu'on ne pense pas à le remettre en cause.